Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. C'était un paisible matin de printemps, à St. Mary Mead et Miss Marple étaient à genoux parmi les delphiniums. Son large chapeau de paille ombrageait un visage marqué non seulement par l'âge, mais aussi par des décennies d'observation silencieuses, tandis qu'elle taillait les pousses indisciplinées avec ses mains gantées. Un léger son de cloche d'église flottait dans la brise, accompagné du murmure lointain d'une conversation, Mrs. Banbury Scott se plaignant, une fois encore, du prix des œufs frais. « Je suppose que c'est le monde moderne » murmura Miss Marple à sa bonne Gladys, qui se tenait à ses côtés avec un plateau de thé. « Tout est un peu plus cher, et rien n'est meilleur pour autant. » Gladys hocha distraitement la tête, peu habituée aux réflexions philosophiques de sa maîtresse. « Vous avez reçu cette invitation, madame, celle du révérend Delbridge, la cérémonie de dédicace de la pierre commémorative? »« Ah oui, » dit Miss Marple en se relevant lentement. « Sainte Mildred's Mead, le capitaine Hartley, n'est-ce pas? Pauvre homme, officier de marine à la retraite, je crois, mort assez soudainement. » Il y eut une lueur dans ses yeux, non pas de tristesse, mais quelque chose de plus vif, de la curiosité. Elle épousseta sa jupe. « Un cimetière est peut-être un lieu curieux pour passer sa matinée, Gladys, mais on y apprend toutes sortes de choses entre les pierres tombales. » Le village de St. Mildred's Mead reposait entre des collines boisées, ses ruelles étroites et ses toits en pente, lui conférant le charme paisible d'une carte postale oubliée. Le cimetière, petit et bien entretenu, s'étendait derrière l'église aux murs de silex, encadrés de hauts cyprès qui murmuraient dans le vent. Miss Marple arriva dans ses habituels tweeds, accueillie poliment par le chanoine Elbridge, un homme corpulent au visage bienveillant, qui la connaissait depuis les années de guerre. Une foule modeste s'était rassemblée, villageois, vieux amis, et quelques curieux, attirés par le dévoilement de la pierre tombale du capitaine Percival Hartley. Le vicaire lut une brève prière, et le tissu fut retiré de la pierre. Gravé dans un granit gris solennel, on pouvait lire « À la mémoire du capitaine Percival Hartley époux, oncle et ami bien-aimé, 8 juillet 1878, 8 juillet 1952. » Il aimait la mer. Un silence respectueux s'installa. Les oiseaux chantaient au loin, dans les arbres. Miss Marple resta immobile, les yeux non pas sur le nom, mais sur les bords de l'inscription, net, précis, peut-être trop fraîchement gravé. Une impression fugace seulement. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, notant les expressions, certaines graves, d'autres distraites, d'autres encore discrètement attentives. À St. Mary Mead, elle avait appris que les funérailles révélaient souvent plus sur les vivants que sur les morts. À l'instant où le tissu fut retiré, un hoquet audible se fit entendre à l'arrière du groupe. Miss Marple se retourna juste à temps pour voir une femme frêle et menue vaciller, la main agrippée à l'arrière d'un banc. Mrs. Cora Penwick, une vieille résidente de St. Mildred's Mead, connue pour ses habitudes discrètes et son amour des bonbons au citron, était d'une pâleur cadavérique. « Ce n'est pas la même » murmura-t-elle d'une voix rauque, les yeux rivés à la pierre tombale. « Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas la même pierre que j'ai vue auparavant. » Un frisson d'inquiétude parcourut l'assemblée, tandis que les villageois se pressaient autour d'elle. Une chaise fut apportée, de l'eau servie, et des paroles rassurantes, doucement prononcées.
Le consensus général, chuchoté à voix basse, était que la pauvre Mrs. Penwick perdait de plus en plus la tête ces derniers temps. « Elle est confuse », dit Clara Hartley avec un sourire délicat. Le chagrin agit de manière étrange sur certaines personnes. Miss Marple, cependant, ne dit rien. Elle resta légèrement à l'écart, le visage impassible, les yeux plissés d'un rien. C'était le ton dans la voix de Mrs. Penwick qui persistait. Pas de la confusion, pas du théâtre, de la certitude, une certitude calme et tremblante. Et Miss Marple avait depuis longtemps appris que les souvenirs fragiles des anciens étaient souvent plus fiables que les mots bien rodés des plus jeunes. La cérémonie se dispersa dans un murmure respectueux, et Miss Marple resta encore un moment, observant les lieux. St. Mildred's Mead présentait toutes les caractéristiques de nombreux villages anglais. Un bureau de poste pittoresque, des cottages bien rangés, et un sens discret de la communauté qui cachait souvent de profonds secrets. Le cimetière lui-même était charmant, dans une sorte de mélancolie, ses allées de gravier serpentant entre des pierres lissées par le temps et la pluie. Ici, le lierre grimpait le long des murets, et le lichen adoucissait les dattes des défunts. Près de l'if se dressait un vieux cadran solaire, usé et penché, figé pour toujours, à 4h10. Miss Marple se promena en silence, notant les noms, les épitaphes, l'ordonnancement des tombes. Il y avait quelque chose d'étrangement neuf dans la pierre du capitaine Hartley. Non seulement la gravure, mais la terre autour semblait moins tassée que celle des autres tombes voisines. Depuis le porche de l'église, elle aperçut le docteur Lionel Wexley, échangeant quelques mots avec Clara Hartley, leur voix basse, mais leur visage loin d'exprimer le deuil. En passant près de Mrs. Penwick, toujours assise et éventée par une jeune femme, Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. Mais son esprit n'était pas tourné vers la compassion. Il était déjà en train de trier, doucement, ce qui avait été vu et ce qui ne l'avait pas été. La réception après la cérémonie eut lieu au presbytère, où un modeste assortiment de sandwichs et de gâteaux hôtessés était disposé dans le salon. Miss Marple, toujours discrète, choisit de se placer près du fauteuil d'angle, un endroit d'où l'on peut écouter sans en avoir l'air. Le chanoine Elbridge passait de groupe en groupe avec une cordialité bien rodée, ne s'arrêtant que pour offrir quelques condoléances vagues. Clara Hartley, élégante dans sa robe de soie noire, incarnait la grâce même, sa voix douce, ses gestes mesurés. Pourtant, Miss Marple nota dans son regard une fragilité, quelque chose de cassant, même lorsqu'elle souriait. Le docteur Wexley se montrait vif et professionnel, répondant aux questions de courtoisie avec une brièveté formelle. Il dégageait une certaine raideur, comme s'il tenait à ne pas s'attarder. Puis vint George Lenton, le neveu du capitaine, dont l'attitude jurait avec l'occasion. Il riait trop fort, buvait trop vite et marmonnait à voix basse, sans s'adresser à personne en particulier, des propos sur des testaments injustes et des promesses non tenues. Et enfin, la pauvre Mrs. Penwick, désormais assise avec un verre de xérès à la main, semblait s'être retirée en elle-même, murmurant plus pour elle-même qu'aux autres. Miss Marple observait tout, les malaises subtils, les expressions tendues, l'ombre légère derrière les paroles polies. Elle avait déjà remarqué un jour que lorsqu'on ment, ce n'est pas toujours dans ce qu'on dit, mais dans la manière dont on le dit. Plus tard, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Miss Marple retourna brièvement au cimetière, sous prétexte d'y avoir oublié un parapluie. Le lieu était désert, les ombres s'allongeant entre les pierres. Elle se tint à nouveau devant la tombe du capitaine Hartley. La pierre, désormais sans drap ni cérémonie,
n'était plus qu'un monument silencieux. Elle l'observa attentivement, son regard glissant sur les bords de l'inscription. Là, sous le granit poli, elle remarqua un contour pâle, un peu plus clair, comme si la pierre avait été récemment frottée ou remplacée. S'agenouillant doucement, elle posa une main gantée à la base de la stèle. La terre, bien que non fraîchement retournée, était plus meuble qu'elle ne l'aurait cru. Pas nouvelle, mais pas encore complètement tassée non plus. Elle se releva lentement, lissant son manteau. Pour un passant, elle n'aurait été qu'une vieille dame absorbée dans ses pensées, mais dans son esprit, les fils commençaient à se nouer. Les pierres tombales, songea-t-elle, sont faites pour durer. Elles ne changent pas souvent, et lorsqu'elles le font, c'est rarement sans raison. Alors qu'elle regagnait le village, ses pas étaient calmes, mais ses pensées, elles, s'aiguisaient. Quelque chose avait été enterré avec le capitaine Hartley, et Miss Marple comptait bien découvrir quoi. Miss Marple n'avait aucune raison immédiate de prolonger son séjour à St. Mildred's Mead. Sa visite devait être brève, assister à la cérémonie, puis retourner à St. Mary Mead dès le lendemain. Mais ce soir-là, alors qu'elle sirotait son thé dans le salon modeste de la pension, on frappa à la porte. C'était Mrs. Jane Weatherby, une ancienne amie des comités paroissiaux, désormais installée à St. Mildred's, ravie d'avoir la chère Jane Marple au village. « Il faut absolument que vous veniez loger chez moi », insista Jane. « La chambre d'amis du presbytère est affreusement froide, et je ne veux pas entendre parler d'un départ si tôt. Vous avez toujours aimé la vie de village. Vous adorerez notre petite réunion du cercle de jardinage demain. » Miss Marple, après un bref silence, accepta avec un sourire doux. « Ce serait un plaisir, » répondit-elle en joignant délicatement les mains. Il y a quelque chose de très apaisant dans les coins tranquilles des endroits inconnus, et j'avoue avoir toujours trouvé les cimetières étrangement révélateurs. Et ainsi, la décision fut prise. Les arrangements furent faits sans la moindre complication. La valise de Miss Marple fut transférée et son séjour prolongé. En apparence, elle ne faisait que profiter d'une hospitalité amicale. Mais sous ses manières polies, vibrait un léger soupçon. Les pierres ne changent pas d'elles-mêmes. Et lorsqu'elles le font, c'est souvent pour dissimuler quelque chose que quelqu'un préférerait ne pas voir ressortir. Le lendemain matin, Miss Marple emprunta le sentier pavé jusqu'à un petit cottage situé juste derrière la chapelle. Le jardin, modeste mais soigné, témoignait de l'ordre tranquille de sa propriétaire. Mrs. Cora Penwick, mince et au regard perçant, accueillit sa visiteuse avec un mince sourire et une courtoisie à l'ancienne que Miss Marple trouva à la fois familière et touchante. « Je vous ai apporté un peu de lemon kurde, » dit doucement Miss Marple. « C'est ma recette, très apaisant pour les nerfs. » Madame Penwick laissa échapper un léger rire. « Mes nerfs, c'est à peu près tout ce qu'il me reste, Miss Marple. Cela et ma mémoire, que plus personne ne semble vraiment prendre au sérieux. » Les deux femmes s'installèrent près de l'âtre, la pièce tamisée par de vieux rideaux de dentelle et parfumée de lavande. Miss Marple, jamais pressée, attendit que le thé ait un peu tiédi avant d'aborder le sujet. « Vous avez mentionné quelque chose au cimetière, » dit-elle doucement, « à propos de la pierre. » Madame Penwick acquiesça, les mains légèrement tremblantes. « Je l'ai vu. Quelques semaines après les funérailles. La date, c'était le 10 juillet. Maintenant, c'est le 8, j'en suis sûr. » Miss Marple l'observa en silence. « Et vous en êtes certaine ? » « Je suis peut-être vieille, Miss Marple, » répondit Mrs. Penwick avec une fermeté inattendue, « mais je me souviens de ce que j'ai vu
Le lierre montait à mi-hauteur sur le côté. Celle-ci, elle est nue. Miss Marple hocha lentement la tête, le regard paisible. « Merci, Mrs. Penwick. Parfois, ce ne sont pas les choses que les gens oublient qui comptent, mais celles qu'ils s'obstinent à se rappeler. » La maison de Clara Hartley était tout ce qu'on pouvait attendre d'une jeune veuve aisée, décorée avec goût, subtilement parfumée, conçue pour être discrètement admirée. Le service à thé était en porcelaine, les scones encore tièdes, et Clara elle-même vêtue d'une soie gris-perle, une couleur flatteuse pour son teint, et tout à fait appropriée à son deuil. Miss Marple avait accepté l'invitation à prendre le thé avec toute la grâce, attendue, arrivant à l'heure empreinte de courtoisie. Clara l'accueillit chaleureusement, parlant du temps, des fleurs et des événements caritatifs avec l'aisance de celles qui ont été formées à la conversation polie. « Vous devez pardonner ma pauvre mémoire, » dit Clara en riant doucement. « Je suis terriblement distraite ces dernières semaines. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme le chagrin émousse tout. » Miss Marple acquiesça doucement. « Étrange, oui. Bien que le chagrin, de mon expérience, soit une créature assez particulière. Certains le trouvent engourdissant, d'autres aiguillant. » Clara versa une autre tasse de thé, ses doigts bien stables, jusqu'à ce que Miss Marple, d'un ton tout à fait anodin, demande « Le capitaine Hartley a-t-il beaucoup souffert à la fin ?» Il y eut un silence, à peine perceptible, mais révélateur. La tasse tinta légèrement contre la soucoupe lorsque Clara la reposa. « Oh non, » dit-elle en souriant avec un brin d'exagération. « Il est mort dans son sommeil, paisiblement. Le docteur Wexley était absolument certain qu'il s'agissait de son cœur. » Miss Marple incline légèrement la tête. Quelle chance! Certains trouvent que la soudaineté est une bénédiction, même si elle laisse souvent les choses dans un certain désordre. Le sourire de Clara vacilla un instant. « C'est vrai, » murmura-t-elle, et Miss Marple, derrière son expression aimable, nota le tremblement des mains de Clara et la manière dont ses yeux évitaient la photographie encadrée posée sur la cheminée. George Lenton avait l'allure d'un homme convaincu que la vie lui devait quelque chose, et perpétuellement irrité de ne jamais recevoir ce qu'il attendait. Grand, le visage rougeaud, légèrement négligé, il aborda Miss Marple sur la place du village, avec l'air d'un homme persuadé qu'on l'observait, et profondément agacé par cela. « Vous êtes l'ami du vicaire, non ?» demanda-t-il avec un demi-sourire peu convaincant. « En effet, Jane Marple, » répondit-elle avec bienveillance. « Et vous êtes Mr. Lenton, je crois. J'ai été navrée d'apprendre le décès de votre oncle. Une grande perte pour le village. » George émit un grognement. Il n'était pas vraiment un homme de village, à vrai dire. Très rigide dans ses habitudes, comme une manœuvre militaire. Pas le type le plus chaleureux. « Tout de même, » dit Miss Marple pensivement. « J'imagine que ce fut un choc, une fin si soudaine. » Le visage de George tressaillit. C'est une façon de le dire. Pas de maladie, pas de signe avant-coureur. Il serait tombé raide mort, apparemment. Et moi, on ne m'a prévenu que le lendemain. « Ah, » dit-elle doucement. « Mais vous avez assisté aux funérailles, bien sûr ?» Il hésita, fronça les sourcils. « Oui, bien sûr. Le 8 juillet, non, le 9. Où était-ce ?» Il s'interrompit, les joues rougissantes. « Les dates peuvent être confuses, » murmura Miss Marple, « surtout quand l'émotion est forte. » Mais George Lenton ne lui semblait pas être un homme submergé par l'émotion. Sa confusion, elle le soupçonnait, venait moins du chagrin que du mensonge. Miss Marple retrouva le docteur Lionel Wexley dans son cabinet,
occupé à polir un instrument en laiton, avec un soin excessif. C'était un homme de routine et de retenue, et il l'accueillit avec une politesse aussi cordiale que distante. « Miss Marple, n'est-ce pas ?» dit-il en lui désignant le fauteuil en face de son bureau. « À quoi dois-je l'honneur de votre visite ?»« Je loge chez Madame Weatherby, » répondit-elle, « et naturellement, on entend les choses les plus intéressantes autour de scones et de confitures. Je me demandais simplement. Le décès du capitaine Hartley, assez inattendu, n'est-ce pas ? Le docteur se raidit à peine. Arrêt cardiaque, aigu. Soudain, oui, mais pas inhabituel à son âge. « Je vois, » dit-elle. « Vous le suiviez régulièrement, j'imagine ?»« Uniquement pour des broutilles, » répondit-il sèchement. « Contrôle de routine. Rien de significatif. » Miss Marple hocha la tête. Il devait avoir confiance en vous. Tout le monde ne choisirait pas pour médecin quelqu'un qu'il a autrefois poursuivi en diffamation. Son regard se durcit. Ce n'était qu'un malentendu, une affaire ancienne et réglée. « Bien sûr, » dit-elle d'un ton apaisant. « Reste que je me demande si les émotions, elles, se règlent aussi aisément. » La mâchoire du docteur se crispa. « Si vous insinuez que je me suis comporté de manière non professionnelle, Miss Marple, je vous assure, mon jugement médical est irréprochable. »« J'en suis certaine, » répondit-elle calmement. « Seulement, vous savez, la mort, c'est un peu comme le tricot. Une maille lâchée et tout le motif peut se défaire. » Il ne répondit rien, mais son silence était chargé d'une tension défensive. Le chanoine Elbridge n'était pas un homme qu'on ébranlait facilement. Présence discrète et digne, au village depuis plus de 20 ans. Il avait traversé scandales, mariages et innombrables fêtes paroissiales avec une sérénité constante. Lorsque Miss Marple lui rendit visite cet après-midi-là, il l'accueillit avec une chaleur douce et une théière toute fraîche. « Vous avez toujours eu le don de déceler les troubles silencieux ?» dit-il en s'installant dans son fauteuil. « Mais je sens que cette fois, vous êtes plus qu'observatrice. » Miss Marple sourit. « Vous avez sans doute remarqué le remue-ménage lors de la dédicace. »« Pauvre Mrs. Penwick, » soupira-t-il. « Une femme bien. L'esprit toujours vif, même si les gens ont tendance à la douter. »« Pas moi, » répondit Miss Marple. « Elle a dit que la pierre avait changé, que la date n'était plus la même. » Un long silence s'ensuivit. « Canon, » dit-elle doucement, « le capitaine Hartley vous a-t-il parlé avant sa mort ?» Il détourna le regard. « Oui, il était venu me voir 3 jours avant. Il semblait troublé, accablé. Mais vous savez que je ne peux, que je ne dois, rien révéler de nos entretiens. »« Je comprends, » répondit-elle d'une voix douce. « Mais peut-être pourriez-vous me dire s'il semblait apeuré ou simplement préoccupé ?» Elbridge réfléchit un moment. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose. Une vérité longtemps enfouie. Ce sont ses mots. Et qu'il craignait que quelqu'un n'agisse avant qu'il ne puisse réparer les choses. La tasse de Miss Marple tinta doucement contre sa soucoupe. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est peut-être plus éclairant que vous ne le pensez. » Ce soir-là, assise dans la chambre d'amis, donnant sur les rosiers de Mrs. Weatherby, Miss Marple sortit de son sac un petit carnet. Elle y écrivit d'une écriture soignée et arrondie. Pierre remplacée, confirmée. Mémoire de Penwick, cohérente. Clara, main tremblante. George, incertain sur les dates. Wexley, tendu, défensif. Rancune passée. Elbridge, mention de peur. Vérité longtemps enfouie. Elle tapota doucement le crayon contre ses lèvres. Ce n'était pas encore un motif, mais les fils se nouaient. Clara affichait un calme presque calculé. George fanfaronnait comme un homme habitué
à être ignoré. Le docteur Wexley avait le mobile, l'occasion, et aucun alibi suffisamment solide pour dissiper les doutes. Et au milieu de tout cela, il y avait le sourire d'une veuve, une pierre tombale, subtilement modifiée, et une chronologie qui ne s'accordait pas tout à fait. À St. Mary Mead, elle disait souvent que la vérité se cache dans les silences, dans les pauses, les gestes, les incohérences discrètes. Et à St. Mildred's Mead, Miss Marple commençait à entendre ces silences plus distinctement à mesure que les heures passaient. Ce fut l'épouse du bedeau, Madame Agnès Thistle, qui rapporta les premiers faits. Femme d'habitudes et de soupçons modérés, elle était passée devant la sacristie de l'église tard, un soir, en rentrant de chez sa sœur, et avait remarqué une lumière vacillante à l'intérieur. Je pensais que c'était le chanoine Elbridge, confia-t-elle à Miss Marple le lendemain matin chez l'épicier. Mais en m'approchant, j'ai vu une silhouette, large d'épaules, qui faisait les 100 pas. Ce n'était pas le vicaire, trop agité. Miss Marple incline la tête avec intérêt. « Et vous êtes certaine de savoir qui c'était ?»« Eh bien, dit Mrs. Thistle en baissant la voix, je ne voudrais accuser personne, mais j'ai vu George Lenton sortir 10 minutes plus tard, l'air de regarder derrière lui comme un écolier surpris avec un pétard. » Miss Marple ne fit aucun commentaire immédiat, mais dans son esprit, un autre fil se noua. Plus tard dans l'après-midi, elle confirma l'histoire discrètement auprès du chanoine Elbridge, qui, après quelques hésitations, admit que la sacristie avait en effet été trouvée en désordre le matin suivant. Plusieurs registres d'inhumation avaient été déplacés. « J'ai préféré ne pas inquiéter qui que ce soit », ajouta-t-il. Mais quelqu'un a fouillé dans les archives de l'église. Le registre des enterrements récents était resté ouvert à la page du capitaine Hartley. « Curieux, » murmura Miss Marple. « On pourrait croire que George Lenton connaissait déjà la date de l'enterrement de son oncle. » Les nouvelles, comme souvent dans les petits villages, se répandirent par les tasses de thé. Le lendemain, les murmures concernant la présence nocturne de George Lenton s'étaient propagés de la file, chez le boucher, aux marches du bureau de poste. « On l'a vu près du porche couvert, » dit Mrs. Fairlie, l'épouse du boulanger. Debout là, après 11 heures, la lune éclairait tout, il regardait les tombes. « Et ce n'était pas la première fois, » ajouta le vieux Mr. Pike, avec un hochement de tête entendu. « Il se promène souvent dans le cimetière après la tombée de la nuit. Ça me donne froid dans le dos. » Miss Marple, écoutant en silence, tout en feuilletant un étal de livres d'occasion, ne contribua pas au bavardage. Mais son esprit repensa au récit hésitant de George sur les funérailles, à son trouble au sujet des dates, à ses murmures amers. Elle se rendit au cimetière dans l'après-midi, prétendument pour déposer des fleurs sur la tombe d'une vieille connaissance. En passant devant celle du capitaine Hartley, elle s'arrêta discrètement. La terre semblait légèrement remuer, comme si quelqu'un avait gratté le bord récemment, pas fraîchement retourné, mais éraflé. Des morceaux de lierre gisaient sur le côté, déplacés à la hâte. Peut-être rien, mais peut-être pas. George Lenton, pensa-t-elle, n'était pas un homme enclin à l'introspection. Il ne semblait pas du genre à errer la nuit dans un cimetière, sauf s'il cherchait quelque chose, ou s'il s'assurait que quelque chose reste caché. Le lendemain matin apporta un nouveau développement, et pas des moindres. Clara Hartley, pâle et gracieuse comme toujours, se présenta au presbytère avec une enveloppe à la main. Ses doigts tremblaient juste assez pour que cela soit remarqué. « Je l'ai trouvée glissée dans l'un des vieux coffres de mère de Percy, » dit-elle. « Derrière la doublure, elle a dû tomber une lettre de lui, datée de 2 jours avant sa mort. » Le chanoine Elbridge la prit,
avec précaution, et déplia la feuille. Miss Marple, assise non loin sous couvert d'une visite matinale, sirotait son thé en observant. La lettre était brève. « Ma chère Clara, j'ai fait la paix avec le passé, et je suis fatigué. Il y a des choses que je dois régler avant de partir. J'espère seulement que tu pourras me pardonner ce que je dois faire. La mère m'appelle, et je l'ai écoutée trop longtemps. Percival. » On dirait que Clara hésita avec délicatesse, comme s'il avait voulu en finir. Non. Le chanoine Elbridge prit un air grave. Cela, en effet, des accents d'adieu. Miss Marple ne dit rien. Son regard restait fixé sur la lettre, mais ses pensées vagabondaient ailleurs. L'écriture était nette, trop nette. Un homme de l'âge du capitaine Hartley, avec de l'arthrite et une vue déclinante, aurait difficilement pu tracer des lignes aussi régulières. Et autre chose, le ton. Trop poétique, trop vague. Cela ressemblait davantage à une histoire écrite pour être découverte qu'à une lettre intime. Elle ne dit rien à voix haute, mais dans son esprit, une question se forma. Qui avait intérêt à faire apparaître une telle lettre maintenant? Et pourquoi le capitaine Hartley n'en aurait-il laissé aucune copie ailleurs? Miss Marple passa une bonne partie de l'après-midi à relire la lettre que Clara avait si délicatement présentée au presbytère. Elle avait été laissée, bien commodément, sur le bureau du chanoine, pour quiconque souhaitait la consulter. Et Miss Marple, avec sa discrète habileté habituelle, profita pleinement de l'occasion. L'écriture, à première vue, n'avait rien de remarquable, régulière, lisible, bien proportionnée. Mais le regard de Miss Marple s'attarda, et plus elle l'examinait, plus son soupçon grandissait. Le capitaine Hartley souffrait d'arthrose, se rappelait-elle. Il l'avait mentionné un jour lors d'un déjeuner paroissial, lorsqu'il avait refusé de découper le rôti. Il avait même plaisanté sur ses fichus doigts, qui se coincent comme des nœuds de haubans en pleine tempête. Et pourtant, la lettre devant elle ne montrait aucun signe de cette gêne. Les traits étaient trop fluides, l'espacement trop régulier. Et au-delà de l'apparence, c'était le langage qui la rongeait. La mère m'appelle, j'ai fait la paix avec le passé. Ce n'étaient pas les mots simples et directs d'un officier de marine. C'était théâtral, travaillé, soigneusement rédigé pour produire un effet. Elle en savait assez sur la mort, aussi, pour savoir que sa contemplation réelle ne s'exprime que rarement avec autant d'élégance bien rangée. Non, ce n'était pas une lettre d'adieu, c'était une mise en scène, et le public visé, pensa Miss Marple avec gravité, c'était toute personne susceptible de s'interroger sur la manière et le moment de la mort réelle du capitaine Hartley. La découverte fut faite par Mr. Pike, le gardien, tôt un matin, alors qu'il faisait sa tournée habituelle du cimetière, arrosoir dans une main, pipe dans l'autre. Là, accroupi maladroitement près de la tombe du capitaine Hartley, se trouvait George Lenton, une pelle à la main, le manteau couvert de terre. « Bon sang, mais... » commença Pike, mais George se redressa aussitôt, visiblement pris au dépourvu. « J'ai perdu quelque chose, » répondit-il brusquement. « Une bague. Elle a glissé hier quand j'étais ici. Je la cherche. » Pike, peu convaincu, rapporta immédiatement l'incident. Et dans l'heure qui suivit, George fut convoqué par le policier local, rouge de honte et passablement agacé. Ce fut Miss Marple, assise calmement au presbytère lorsque la nouvelle arriva, qui se contenta de hausser les sourcils. Les rumeurs enflèrent dans le village. Il essayait de déterrer quelque chose, disaient les uns, ou d'enfouir un secret, murmuraient d'autres. Certains chuchotaient, même qu'il avait enterré un testament,
un qui le désignait comme héritier à la place de Clara. Mais George s'en tint à son récit. « Ce n'est qu'une chevalière, affirma-t-il. Un héritage de famille. Elle a glissé, rien de plus. » Il refusa néanmoins d'expliquer pourquoi il n'avait pas simplement demandé de l'aide, ou pourquoi il était venu seul à l'aube. Miss Marple nota la panique dans ses yeux. Pas la panique de la culpabilité, pensa-t-elle, mais celle du désespoir. C'était maladroit, mal préparé, ce qui, selon son expérience, signifiait souvent que c'était vrai. Les coupables n'agissent que rarement dans la panique. Leurs erreurs sont plus subtiles. Plus tard dans la semaine, Miss Marple se rendit de nouveau au cimetière, cette fois accompagnée de Mrs. Penwick, qui avançait lentement mais avec détermination. La vieille dame s'arrêta devant la tombe du capitaine Hartley et la fixa, les sourcils froncés. « Là, dit-elle en désignant la base de la pierre. « Vous voyez, c'est nu. » Miss Marple regarda. En effet, la base de la stèle était propre, sans aucune végétation. Les pierres environnantes, plus anciennes pour la plupart, étaient couvertes de lierre, certaines à tel point que les dates et les noms en étaient à peine visibles. Mrs. Penwick poursuivit. « La dernière fois que j'ai vu cet endroit, il y a des semaines, il y avait du lierre qui montait à mi-hauteur. Je me souviens avoir pensé à quelle vitesse il avait poussé. J'ai même dit à Clara Hartley que cela donnait du caractère à la pierre. »« Et qu'a-t-elle répondu ?» demanda Miss Marple. « Pas grand-chose, » répondit Madame Penwick. Elle a juste souri et dit qu'elle pensait le faire tailler. Miss Marple croisa doucement les mains. « Et maintenant, il a totalement disparu. »« Complètement, » confirma Mrs. Penwick. « Mais le lierre ne disparaît pas tout seul. » L'observation fut naturellement écartée par d'autres. Le gardien déclara avoir effectué une taille générale. Clara en rit, évoquant un simple effet du changement de saison. Mais Miss Marple en prit bonne note. Le lierre est tenace. Il s'accroche. S'il avait été enlevé, ce n'était sans doute pas pour l'esthétique, mais pour effacer une trace, quelque chose de plus ancien, quelque chose d'embarrassant, peut-être même une date. À la fin de la semaine, le village tout entier s'était formé une opinion. George Lenton était coupable de quelque chose. Vol, mensonge, ou pire, il était devenu la cible des soupçons, des ragots et du mépris. Mais Miss Marple, assise près du feu dans le salon de Mrs. Wetherby, n'était nullement convaincue. George était peut-être stupide, peut-être imprudent, mais ses actions étaient trop voyantes, trop grossières. Les vrais coupables, elle le savait, opèrent en silence, cachés derrière des sourires et des étoffes de soie. Clara Hartley, malgré toute sa grâce, avait produit une lettre arrivée au moment le plus opportun. Le docteur Wexley, si désireux de clore l'affaire, s'était hérissé au moindre soupçon. Et sous tout cela reposait une pierre tombale, dont la date ne correspondait plus au souvenir de ceux qui l'avaient vue en premier. Miss Marple referma son carnet et contempla pensivement les flammes. Les pièces ne s'imbriquaient pas encore. Mais quelqu'un, quelque part, les avait forcées à le faire. Et c'était à elle de découvrir qui. C'était un matin lumineux mais frais, lorsque Miss Marple se rendit chez le tailleur de pierres funéraires, à la lisière du village. Officiellement, elle s'intéressait à la restauration d'une vieille stèle familiale à St. Mary Mead. Officieusement, sa curiosité avait un tout autre objet, bien plus pressant. Mr. Amos Beckett, le tailleur de pierre, était un homme maigre dans la soixantaine, portant de grosses lunettes et des mains marquées par le travail. Il la salua avec la réserve professionnelle de celui qui côtoie le deuil au quotidien, mais n'a guère de temps pour les états d'âme. Je me demandais
commença Miss Marple d'un ton des plus engageants. Les corrections de pierre tombale, cela arrive-t-il souvent? Plus qu'on ne le croirait, répondit Mr. Beckett en essuyant la poussière de ses mains. Les gens se trompent. Ou bien en cours de route, ils décernent de quelque chose de plus poétique. Ce n'est pas toujours une question d'exactitude. Parfois, c'est simplement une affaire d'apparence. En effet, dit Miss Marple, vous souvenez-vous d'une commande récente pour le capitaine Percival Hartley? J'ai assisté à la cérémonie. Monsieur Beckett hocha lentement la tête. Oui, oui. Hartley. Une affaire curieuse. Nous avons gravé sa première pierre en juillet. Puis, 2 mois plus tard, Miss Hartley est revenue, disant qu'il y avait eu une erreur typographique. Elle voulait une nouvelle pierre, vite faite, discrètement. Elle allait payer un supplément pour que ce soit fait rapidement. Elle a insisté pour que l'ancienne soit enlevée et éliminée. Éliminée? Répéta Miss Marple. Il haussa les épaules. En général, on les stocke à l'arrière du terrain, mais elle a été très précise. Elle ne voulait pas semer la confusion chez les visiteurs futurs. Miss Marple poussa un léger soupir, comme c'est attentionné de sa part. Les dates étaient désormais au cœur du mystère. Si Clara avait demandé un changement, alors ce n'était pas qu'une affaire de typographie. Miss Marple remercia chaleureusement Mr. Beckett et s'éloigna, avec la satisfaction d'avoir vu une pièce de plus s'emboîter silencieusement dans le puzzle. De retour au cimetière cet après-midi-là, Miss Marple se promena seule, plus lentement cette fois, laissant ses pensées dériver parmi les tombes. Elle s'arrêta de nouveau devant celle du capitaine Hartley. La base de la stèle était, comme l'avait affirmé Mrs. Penwick, complètement dégagée de lierre. Pas même une vrille ne s'y accrochait. La terre autour de la fondation était légèrement plus claire que celle des parcelles voisines. Pour un œil non averti, cela ne voulait rien dire. Pour Miss Marple, c'était presque assourdissant. Le lierre ne disparaît pas en un mois. Il s'accroche, il rampe, il laisse des traces, racines, cicatrices, impressions décolorées. Et pourtant, cette pierre tombale n'en présentait aucune. Aucune marque à la base, aucune teinte due à un arrachage, aucune empreinte dans la terre alentour. Elle ferma brièvement les yeux et se remémora le ton dans la voix de Mrs. Penwick, non pas agité, mais sûr. Le lierre montait à mi-hauteur de la pierre, avait-elle dit. Pas simplement présent, mais florissant. Cela signifiait que la pierre d'origine avait été là suffisamment longtemps pour que la nature s'y installe. Celle-ci, non. Elle tourna le regard vers d'autres tombes proches, plusieurs datées du même mois. Chacune montrait déjà des signes précoces de mousse ou de lierre. Celle du capitaine Hartley était immaculée. Trop immaculée, pensa Miss Marple. Et d'après son expérience, quand quelqu'un s'efforce trop de faire croire qu'un objet est resté intact, c'est généralement pour dissimuler ce qui l'avait précédé. La confirmation finale ne vint pas des registres officiels, mais de la source la plus fiable du village, les commérages. Miss Marple, assise ce soir-là à table avec Miss Weatherby et sa nièce en visite, orienta doucement la conversation vers les funérailles. « Oh, je m'en souviens parfaitement », déclara la nièce en servant du Flân. « C'était le 10 juillet. Je venais juste de rentrer de Bournemouth et les cloches avaient sonné ce matin-là pour le capitaine Hartley. »« Vous en êtes bien sûr ?» demanda Miss Marple d'un ton paisible. « Absolument. Il y avait tout un remue-ménage. Le chanoine Elbridge avait prévu un sermon pour le dimanche suivant, et il a dû tout réécrire à la dernière minute. » Mrs. Weatherby acquiesça. « Oui, oui, le 10. »
la veille de la floraison de mes hortensias. Je m'en souviens toujours, parce que j'avais prévu de les tailler, mais cela ne me paraissait pas respectueux. Cela faisait donc 2 confirmations indépendantes. Et pourtant, la stèle actuelle indiquait le 8 juillet. Miss Marple esquissa un léger sourire et replia sa serviette. Le mobile se dessinait à présent nettement. La date sur la pierre avait été modifiée, non par erreur, mais intentionnellement. La question était « Pourquoi ?» Et alors que ses pensées retournaient à une curieuse clause, entendue lors d'un thé, quelque chose à propos d'une assurance-vie dépendant de la date exacte du décès, une nouvelle clarté s'imposa. Toutes les tombes ne contiennent pas des corps. Certaines, songea Miss Marple, servent à enterrer la vérité. La question de l'assurance se présenta à Miss Marple, tout à fait par hasard. Ou du moins, c'est ce que d'autres auraient pu croire. Elle avait rendu visite à Mr. Linton, le notaire de Lower Milchester, sous prétexte de solliciter des conseils à propos d'un ancien acte de fidéicommis, une modeste affaire de terrain familial. La conversation, menée autour d'un thé et de petits des gâteaux fourrés, dériva agréablement, jusqu'à ce que sa voix baisse subtilement d'un ton. « Je suppose que vous avez également géré les affaires du défunt capitaine Hartley ?» demanda-t-elle doucement. M. Linton cligna des yeux, derrière ses lunettes cerclées d'or. « Oui, oui, bien regrettable. Soudain, mais pas inhabituel à son âge. Ses affaires étaient bien en ordre. Madame Hartley était, naturellement, la principale bénéficiaire. » Miss Marple sourit. « Bien sûr, j'avais entendu dire qu'il y avait une assurance-vie en jeu. » Mr. Linton acquiesça. « Oui, auprès d'Eastern Provident, une somme classique, enfin, plutôt plus que classique en réalité, avec une clause de double indemnisation. » Les sourcils de Miss Marple se haussèrent à peine. « Double question, Marc. Si le décès survenait avant minuit, le 8 juillet, une clause un peu désuète, liée aux conditions initiales de souscription. Elle visait à limiter le versement en cas de maladie prolongée, vous comprenez. Il l'avait souscrite lorsqu'il servait encore dans la marine. « Je vois, » murmura Miss Marple. « Et selon la pierre, le capitaine Hartley est mort le 8. » « En effet, » confirma Mr. Linton. « Plutôt chanceux, tout bien considéré, pour Mrs. Hartley. » Miss Marple porta sa tasse à ses lèvres, tandis que ses pensées, derrière son calme apparent, fusaient dans toutes les directions. Une coïncidence heureuse, sans doute, si l'on croyait aux coïncidences. Mais elle, non, elle n'y croyait pas. Miss Marple était assise dans le cimetière cet après-midi-là, lorsqu'une jeune fille s'approcha. 12, peut-être 13 ans, des taches de rousseur sur les joues, et un air timide mais déterminé. Elle s'appelait Annie Cresswell, fille de l'assistante de l'épicier, et il était évident qu'elle avait mis du temps à trouver le courage de parler. « Miss Marple ?» demanda-t-elle à voix basse. « Est-ce que je pourrais vous dire quelque chose ?» Miss Marple lui offrit son sourire le plus rassurant. « Bien sûr, ma chère. » La jeune fille jeta un regard autour d'elle, baissant encore la voix. « Je ne voulais pas écouter aux portes. J'étais juste devant la maison des Hartley mardi, pour livrer les œufs. J'étais en avance, et Clara ne savait pas encore que j'étais là. » Miss Marple acquiesça d'un geste encourageant. « Continue. » « Elle était au téléphone, » poursuivit Annie. « Dans le bureau, près de la fenêtre du fond. Je ne la voyais pas bien, mais j'ai entendu quelque chose de bizarre. » « Que disait-elle » La fillette hésita. Elle a dit « Ils ne sauront jamais, tout est enterré maintenant. » Un long silence suivit. « Tu en es absolument certaine » demanda Miss Marple,
d'un ton doux mais ferme. « Oui, madame, je me souviens parfaitement. Je me suis dit qu'elle parlait peut-être du capitaine, mais on aurait dit que ça ne la rendait pas triste. » Miss Marple tapota la main de l'enfant. « Tu as bien fait de me le dire. Et ne t'inquiète pas, ce sont souvent les plus petites vérités qui font la plus grande différence. » Alors que l'enfant repartait en trottinant, les pensées de Miss Marple s'installèrent doucement, comme des fils qui tissent une tapisserie. Une date falsifiée, une lettre fabriquée, une mort soudaine, une tombe qui cachait peut-être plus qu'un corps. Et maintenant, les mots d'une femme imprudente, persuadée de ne pas être entendue. Tout est enterré maintenant. Mais rien ne reste enterré éternellement. Surtout pas lorsqu'on a eu la naïveté de semer des mensonges dans un village où Miss Marple avait temporairement élu domicile. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de la fenêtre de la chambre d'amis de Miss Weatherby, ses aiguilles à tricoter scintillant doucement dans la lumière déclinante. Dehors, le jardin baignait dans le crépuscule, et un parfum léger de lavande flottait par la fenêtre entr'ouverte. Sur ses genoux, à côté de l'écharpe à moitié terminée, reposait son carnet. Ouvert, couvert de son écriture soignée, figurait une liste de détails, non spectaculaires, mais silencieusement accablants. Pierre Tombal remplacé. Clara a payé un supplément pour l'élimination. L'ancienne pierre était couverte de lierre, la nouvelle, non. 10 juillet confirmé par 2 témoins. Clause d'assurance. Double indemnisation, 6 décès avant minuit le 8 juillet. Clara découvre la lettre après les premiers soupçons. Lettre propre, sentimentale, incohérente avec l'arthrite. George Lenton, suspect mais mobile faible. Docteur Wexley, évasif, mais sans opportunité réelle. Clara entendu. Tout est enterré maintenant. Miss Marple posa son tricot et joignit les doigts. Elle ne tirait jamais de conclusions hâtives. C'était là le défaut des autres, villageois, bavards, même policiers. Ils s'arrêtaient aux apparences. La maladresse de George, l'austérité du docteur Wexley, mais la culpabilité, la véritable, ne criait jamais si fort. Clara Hartley avait du charme, de l'élégance, de la retenue. Mais sous tout cela se cachait du calcul. Miss Marple l'avait déjà vu. Ces femmes qui souriaient un peu trop. Ce deuil qui se jouait plutôt qu'il ne se vivait. Et ces secrets soigneusement dissimulés sous des gants, en dentelle, et des tasses de thé. Ce que Clary avait fait était astucieux, juste assez pour tromper un notaire, un médecin et toute une congrégation. Mais elle avait oublié une chose, la nature. Le lierre, livré à lui-même, pousse où bon lui semble, la mort, aussi tragique soit-elle, laisse des traces, et Miss Marple, qui avait passé sa vie à observer les subtilités de la nature humaine, avait appris à repérer ce que les autres ignoraient. Le capitaine, elle en était désormais convaincue, n'était pas mort le 8 juillet. Il était mort le 10, peut-être avec un verre de brandy à la main et du poison dans le fond. Et Clara, qui avait tout à gagner à ce que la date soit avancée, avait simplement réécrit l'histoire, modifié la pierre, supprimé la vérité sous le granit poli. Mais la vérité, elle, avait refait surface, doucement, naturellement, comme le fait toujours le lierre. Le salon du presbytère avait vu bien des réunions tranquilles, cercles de couture, comités de thé paroissial, discussions théologiques un peu pesantes. Mais jamais encore il n'avait accueilli la tempête silencieuse que Miss Marple s'apprêtait à déclencher. Les invités avaient été conviés sous un prétexte innocent. Discuter d'un fonds mémoriel en l'honneur du regretté capitaine Hartley. Miss Marple avait rédigé les invitations de sa main, d'une écriture délicate et soignée. Il s'agissait, disait-elle, d'un moment de souvenir collectif,
pour mieux honorer la mémoire du cher capitaine. Et ainsi ils vinrent, Clara Hartley, impeccable, calme et parfaitement apprêtée. George Lentons, nerveux et froissé. Le docteur Wexley, tendu derrière ses lunettes. Et le chanoine Elbridge, doux et digne, prêt à présider ce qu'il pensait être une réunion parfaitement respectable. Le thé fut servi, le feu crépita doucement, et Miss Marple s'installa paisiblement dans son fauteuil habituel, son tricot posé sur les genoux. Ses yeux, bleu pâle et perçants, parcourèrent la pièce avec une chaleur feinte. « Mes chers amis, commença-t-elle, j'espère que vous me pardonnerez. Mais avant de parler de mémoriaux, j'aimerais vous soumettre quelques réflexions qui me préoccupent depuis un moment. » Clara esquissa un mince sourire. George se tortilla sur sa chaise. « J'ai toujours pensé, poursuivit Miss Marple, que le vrai chagrin est rarement bien rangé, et pourtant, il y a quelque chose d'étonnamment ordonné dans la mort du capitaine Hartley, et dans tout ce qui a suivi. Et ainsi débuta le moment de vérité. Le silence qui suivit les mots de Miss Marple ne fut pas bruyant, mais dense, comme l'air juste avant un orage. Personne ne parla d'abord, incertain de savoir si son ton doux cachait un sermon ou une accusation. Miss Marple sourit aimablement en joignant les mains. « Ce sont les petites choses, vous voyez, dit-elle. Elles nous en disent tant. La date sur une pierre tombale, la manière dont le lierre pousse, ou ne pousse pas, l'élégance d'une écriture, des détails sans importance, pris isolément. Mais ensemble, ils murmurent la vérité. » George s'éclaircit la gorge. « Où voulez-vous en venir, Miss Marple ?»« Oh, rien d'autre que les observations d'un esprit oisif, » répondit-elle doucement. « Par exemple, comme il est curieux que Mrs. Hartley ait découvert une lettre profondément intime de son mari, seulement après que des doutes aient été soulevés, et comme il est vraiment providentiel que le décès soit survenu précisément le 8 juillet, juste à temps pour activer une certaine clause d'assurance. » Clara se raidit, presque imperceptiblement. Le regard de Miss Marple parcourut lentement la pièce. Je n'oserais dire que quelqu'un ait eu de mauvaises intentions. Mais lorsque le chagrin et les soucis financiers se rencontrent, des décisions étranges peuvent être prises. Le docteur Wexley s'adossa à sa chaise, son expression indéchiffrable. Le chanoine Elbridge, livide, baissa les yeux sur ses mains. « J'ai simplement appris, » conclut Miss Marple avec douceur, « que la vérité, si longtemps qu'on la retarde, a toujours tendance à refaire surface, même lorsqu'elle a été soigneusement enterrée. Et à cet instant, la pièce, malgré son calme apparent, se chargea de soupçons. « J'aimerais dire un mot à propos de la lettre, » dit Miss Marple. Sa voix restait douce, mais son regard ne flanchait pas. « Celle retrouvée derrière la doublure d'un coffre ?» Clara hocha la tête une fois, le visage serein. « Oui, elle était bien cachée. Je ne l'avais jamais remarquée. »« Bien sûr, mais je me demande, le capitaine souhaitait-il vraiment que vous la retrouviez ?»« Je le crois, oui. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « J'ai eu l'occasion d'examiner l'écriture, magnifiquement soignée, droite, précise, assez remarquable, en vérité, pour un homme souffrant d'une arthrite si sévère qu'il peinait à soulever une tasse de thé. » Clara entr'ouvrit les lèvres, puis les referma. « Et puis, il y a le contenu, » poursuivit Miss Marple. « Poétique, mélancolique, une lettre d'adieu, en quelque sorte. La mer, le passé, la paix de la mort. Très émouvant, très peu dans le style du capitaine Hartley. » Elle tourna brièvement les yeux vers le chanoine Elbridge. « Vous avez mentionné, n'est-ce pas, que le capitaine était venu vous voir 3 jours avant sa mort, qu'il s'était confié à vous. »
Le chanoine acquiesça gravement. Il était troublé. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose et qu'il craignait que quelqu'un n'agisse avant qu'il ne puisse le révéler. Miss Marple esquissa un mince sourire, comme il avait de la clairvoyance. Puis elle reporta son attention sur Clara. « Madame Hartley, je me demande, votre mari connaissait-il la clause de l'assurance, celle selon laquelle un décès survenu avant minuit le 8 juillet doublait le versement? Ou bien ce détail était-il connu de vous seul ?» Personne ne répondit. Alors Miss Marple reposa sa tasse et déclara avec la plus douce des fermetés. Cette lettre n'était pas un adieu, c'était une fabrication. Un silence suivit, seulement troublé par le tic-tac discret de l'horloge de la cheminée. Clara Hartley resta parfaitement immobile, une main posée sur sa tasse, l'autre crispée dans son giron. Miss Marple se pencha encore légèrement, sa voix toujours basse, toujours calme. Mais bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce que de simples lettres faussées fassent tout le travail. Les éléments physiques, eux, résistent souvent à la fiction. Elle se tourna légèrement pour s'adresser à l'ensemble de la pièce. Vous voyez, la pierre tombale, objet permanent, solennel, a été remplacée discrètement 2 mois après la mort du capitaine. Commandée par Mrs. Hartley, payée rubis sur l'ongle, avec des instructions très spécifiques, qu'elle ne soit pas conservée, mais détruite. Le motif invoqué, une erreur typographique. Le sourire de Clara avait entièrement disparu. Et pourtant, cette première pierre portait la bonne date, poursuivit Miss Marple, le 10 juillet, date confirmée indépendamment par Mrs. Weatherby et sa nièce, la même date pour laquelle le chanoine Elbridge avait préparé un sermon, la date à laquelle le lierre avait commencé à grimper à sa base. Elle croisa les mains sur ses genoux. Et la nouvelle pierre, elle affiche le 8 juillet, une date bien pratique, suffisamment tôt en vérité, pour satisfaire une étrange clause d'assurance, celle qui doublait le versement si le décès survenait avant minuit ce jour-là. Le silence persista. Miss Marple fixa Clara droit dans les yeux. « Encore une fois, ma chère, ce ne sont pas les grands actes qui trahissent la vérité, mais les petits. Le remplacement d'une pierre, l'arrachage discret d'un lierre, une date modifiée, qui révèle ce qu'on a cherché à cacher. » Les mains de Clara s'étaient visiblement crispées, ses jointures blanchies contre les poignets de sa robe en soie. Elle ne dit toujours rien. Miss Marple, pourtant, continua avec une certitude tranquille, sa voix ne montant jamais. « J'ai mené quelques recherches discrètes au sujet de l'assurance du capitaine Hartley. Il s'avère que la police, souscrite des années auparavant auprès d'Eastern Provident, comportait une clause inhabituelle, une sorte d'incitation. Si le décès survenait avant minuit le 8 juillet, la bénéficiaire, Mrs. Hartley, recevait le double du montant prévu. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans la pièce. Bien sûr, le capitaine est mort le 10. Plusieurs personnes s'en souviennent, mais les registres ont été modifiés. Le décès a été déclaré au 8, pas immédiatement, mais avec assez de retard pour permettre l'ajustement. Le médecin, peut-être accablé par la confiance ou le deuil, a accepté la date sans poser de questions. La pierre a été remplacée ensuite pour éliminer toute contradiction matérielle. Elle se tourna à nouveau vers Clara. « Vous ne l'avez pas tué directement. Non, il est mort naturellement. Mais vous avez retardé le signalement, puis vous avez fabriqué l'illusion d'une mort plus précoce, parce que vous connaissiez la clause et ce qu'elle impliquait. Vous aviez des difficultés financières, peut-être, ou simplement de l'avidité. Dans un cas comme dans l'autre, le mobile était clair, le gain était doublé, et la vérité pouvait être enterrée,
Si seulement vous pouviez effacer 2 petits jours. » Le docteur Wexley, à son crédit, détourna les yeux, honteux. Et ainsi, conclut doucement Miss Marple, la date fut changée. Mais tout le monde n'a pas oublié l'original. Les yeux de Clara s'illuminèrent d'un éclat féroce. De la colère, peut-être, ou de la peur. Miss Marple laissa le silence s'installer, avant de poursuivre, sa voix se refroidissant, à peine. « Je me demandais, dit-elle, si cela était toute l'histoire. Mais non. Ce n'était pas seulement une supercherie après la mort. Le capitaine Hartley, voyez-vous, avait découvert quelque chose. Le chanoine Elbridge l'a mentionné. Il craignait que quelqu'un n'agisse avant qu'il ne puisse réparer les choses. » Elle tourna le regard vers le chanoine, qui hocha silencieusement la tête pour confirmer. Le capitaine avait commencé à suspecter un détournement de fonds, n'est-ce pas? Des irrégularités dans sa succession, dans ses comptes. Et Clara, la gracieuse Clara, y avait accès. Il y avait des rumeurs parmi les avocats, quelques montants qui ne correspondaient pas. Le souffle de Clara se coupa. La voix de Miss Marple baissa encore d'un ton. « Je crois qu'il vous a confronté. Je crois que vous vous êtes disputé. Et je crois que ce soir-là, vous lui avez servi son brandy habituel, avec un ajout discret. » Elle laissa cette suggestion flotter dans l'air. Il n'y eut pas d'autopsie. Le docteur Wexley, ne pensant qu'à l'état cardiaque du capitaine, délivra le certificat rapidement. Et vous, avec intelligence, vous avez attendu. Vous avez regardé l'horloge. Vous avez observé le calendrier. Et ce n'est que lorsque le 8 juillet fut passé que vous avez annoncé la mort. Clara se leva, tremblante. « Vous ne pouvez rien prouver. » Miss Marple se leva elle aussi, toujours parfaitement calme. « Non, ma chère. Mais la vérité a l'habitude de laisser des empreintes, même là où les preuves s'effacent. Et vous en avez laissé bien trop. » Elle balaya la pièce du regard. La justice, dans de tels cas, commence souvent par la conscience. Et sur ces mots, un silence retomba, plus profond encore, car la vérité avait surgi et plus rien ne pouvait l'enterrer. L'arrestation fut discrète, effectuée par un officier en civil venu de Milchester, arrivé le lendemain matin dans une voiture banalisée. Aucun scandale public, aucun cri, aucune menotte à la vue de tous. Clara Hartley, pâle mais digne, fut escortée hors de sa maison avec la même élégance qu'elle avait toujours affichée, sauf qu'à présent, elle sonnait creux. L'accusation portait sur meurtre par empoisonnement, avec intention frauduleuse de percevoir un gain financier illicite. Ce que la police n'avait pas pu établir par des preuves matérielles, les propres aveux de Clara le fournirent. Sous les questions, son masque de calme se fissura. Elle avoua, non par remords, mais par lassitude, peut-être, ou par la prise de conscience que les déductions patientes de Miss Marple avaient refermé chaque porte. « Il allait me dénoncer, » dit Clara. « Il avait découvert les anomalies dans les comptes. Il y aurait eu un scandale, j'aurais été ruinée. » Elle parla sans verser une larme. « Je pensais que si je pouvais juste gagner un peu de temps, réparer les choses, mais ensuite, la clause dans le contrat, c'était trop tentant. Je me suis dit que ce n'était qu'une question de chiffres. » Elle fit une pause, puis ajouta « C'était facile, plus que je ne l'aurais cru. Juste quelques gouttes dans son brandy. Il ne s'est jamais réveillé. » Le silence tomba. Et avec cela, la veuve charmante et discrète devint tout autre chose. Une femme qui avait troqué l'amour contre l'avidité et le silence contre le profit. Avec la confession de Clara, les soupçons qui pesaient sur d'autres furent levés, bien que la marque du doute ait laissé chez certains une amertume tenace. George Lenton, qui avait été regardé avec méfiance et accusé à mots couverts, fut enfin entièrement
innocenté. Ses gestes, maladroits, voire désespérés, avaient été ceux d'un homme qui pressentait qu'il y avait quelque chose de louche, mais qui manquait de confiance, ou peut-être d'intelligence, pour le dire clairement. Miss Marple lui parla avec bienveillance lorsqu'il quitta le presbytère. « Vous avez eu raison de vous méfier, Miss Tolenton, et tort, je pense, de chercher seul. » George lui adressa un sourire contrit. « Je pensais qu'elle avait falsifié un testament. Je n'aurais jamais imaginé. Pire. » Il retourna à Londres dans les jours qui suivirent, un peu assagi, mais avec son nom lavé. Quant à Mrs. Penwick, sa dignité fut entièrement rétablie. Là où certains avaient murmuré sénilité et confusion, sa mémoire s'était avérée plus affûtée que celle de la plupart. Le lierre, la date, le malaise, tout fut confirmé par les enquêtes discrètes de Miss Marple. « J'ai toujours su ce que j'avais vu », disait-elle à qui voulait l'entendre. « J'oublie parfois où j'ai mis mes lunettes, mais pas une pierre tombale qui a changé de visage. » Et ainsi, une vérité fut vengée, et une autre innocentée. Un jour plus tard, alors que le village retrouvait son rythme habituel, Miss Marple se trouvait dans le bureau du chanoine Elbridge, une fine tasse de Darjeeling entre les mains, réchauffant doucement ses doigts, tandis que les dernières lebraises du mystère s'éteignaient. « C'est étrange, » murmura le vicaire, en se resservant du thé. Comme le charme peut masquer tant de choses, Clara semblait toujours si gracieuse. Miss Marple acquiesça d'un hochement de tête. Le charme est souvent une forme de camouflage. Les plus dangereux ne paraissent que rarement tels. Le chanoine poussa un soupir. Et pourtant, vous avez vu clair en elle. J'ai observé, corrigea-t-elle doucement. Le lierre, la pierre, la lettre, de petites choses, en vérité. Mais le mal ne se manifeste presque jamais bruyamment. Il chuchote, et il faut tendre l'oreille pour l'entendre. Le chanoine Elbridge la regarda avec une admiration tranquille. « Je pense que Scotland Yard vous doit beaucoup. »« Oh, pas le moindre du monde, » répondit-elle avec un sourire. « Je suis bien trop vieille pour courir après les criminels. Mais j'ai remarqué que les motifs finissent toujours par se dessiner, avec le temps. Et lorsqu'on connaît assez bien la nature humaine, la vérité se cache rarement longtemps. » Il leva sa tasse. « Au motif, alors. »« Au lierre, » répondit-elle, « et à ceux qui prennent encore la peine de remarquer quand il disparaît. » Les deux vieux amis restèrent assis dans un silence complice, le pire désormais derrière eux, le village à nouveau en sécurité, pour l'instant. Le lendemain matin, Miss Marple retourna à Seine. Mary Mead, avec un panier de boutures du jardin de Mrs. Wetherby et un petit colis de remerciements du chanoine Elbridge. Gladys l'accueillit au portail, ravie de retrouver sa maîtresse. Les roses avaient fleuri pendant son absence. Les mauvaises herbes aussi, mais sans excès. Elle posa son panier à tricoter près de son fauteuil et reprit ses aiguilles. La vie, après tout, continuait. Et s'il n'était plus possible de prétendre que le mal n'existait pas dans les villages tranquilles, il restait le réconfort de savoir que la justice, même discrète, finissait toujours par trouver son chemin. En tricotant la rangée suivante, Miss Marple ne songea pas au meurtre, mais au mobile. L'orgueil, l'avidité, le désespoir, ces graines ordinaires dont naissent les actes les plus sombres. Elle n'avait pas souhaité que la vérité soit aussi morne, mais la vérité, comme le lierre, trouve toujours une fissure pour percer. Elle regarda le jardin, paisible. Les morts, pensa-t-elle, reposent peut-être sous des pierres, mais les secrets, une fois mis au jour, ne dorment plus jamais. Dans les recoins tranquilles des villages anglais, où tintent les tasses de thé et fleurissent les roses,
On pourrait croire que la vie est trop douce, trop civilisée, pour que les ténèbres y pénètrent. Mais comme Miss Marple nous l'a si souvent montré, le mal ne vient pas toujours dans le fracas et la tempête. Il arrive souvent sur la pointe des pieds, avec un sourire poli et une date truquée gravée dans la pierre. Ce n'était pas une histoire de passion ou de folie. C'était une histoire de désespoir discret, dissimulé derrière le charme et la porcelaine. Clara Hartley n'a pas eu besoin de crier ou de brandir une arme. Elle a simplement utilisé les outils de la tromperie. Une pierre antidatée, une lettre falsifiée et un mobile cousu de ruines financières et d'orgueil blessé. Et pourtant, à la fin, ce ne sont ni la police ni les tribunaux qui ont dévoilé la vérité, mais le lierre, oublié de tous, sauf d'une vieille dame aux yeux vifs et au sens de la justice plus affûté encore. Car c'est cela, le problème avec les mensonges. On peut les enterrer, on peut les graver par-dessus. Mais tôt ou tard, ils repoussent. Et maintenant, voici notre question mystère. Si vous aviez découvert la lettre avant Miss Marple, l'auriez-vous cru? Ou bien quelque chose vous aurait-il semblé un peu trop parfait? Dites-le nous dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait? Aviez-vous deviné Clara dès le début? Ou quelqu'un d'autre vous semblait-il plus suspect? Si vous avez aimé cette enquête à l'ancienne, abonnez-vous pour d'autres récits où la vérité se cache à la vue de tous. Et partagez cette histoire avec les amis qui apprécient l'élégance d'un bon vieux whodunit. Merci de nous avoir accompagnés à Sainte Mildred's Mead, où la justice, comme le lierre, finit toujours par franchir les fissures.